Amis des relations internationales, amis de l'actualité internationale sur le continent africain et dans le reste du monde, bienvenue et merci de nous avoir rejoints. Je suis avec l'équipe choc des enjeux politiques. Vous le savez, c'est bien Morgane Metondi Asogba, analyste politique et spécialiste des relations internationales. À ses côtés, on retrouve Olivier Michel Descampos, qu'on ne présente plus, analyste politique aussi. Avec les deux, nous aurons à parcourir une partie du continent et une partie de la France et puis bien évidemment les États-Unis. Au menu, le regain de tension entre le Mali et la France, quels enjeux? On va en parler bien évidemment. Et puis, dans la partie ouest du continent toujours, la charte de transition en Guinée, Mamadi Doumbouya, l'actuel homme fort qui a fait tomber Alpha Condé, refuse de céder aux pressions de la CEDEAO. Que pourrons-nous y dire? Vous le saurez tout à l'heure. Et puis en France, triste sort pour l'ancien chef d'État français Nicolas Sarkozy, la politique, le pouvoir et la prison. La crise des sous-marins quand la France se fait doubler par les États-Unis et puis au chapitre politique sur le vieux continent, pour ne pas parler de l'Europe, fin de l'ère Merkel, quels enjeux pour l'Allemagne et l'Union européenne. Autant de sujets que nous aurons à décortiquer dans ce numéro des enjeux politiques. Morgane Metondi Asogba, Olivier Michel Descampos, bienvenue, bonjour. Merci. Bonjour. Et merci de votre disponibilité, merci d'accepter de nous éclairer davantage toutes les 2 semaines sur certains faits sociopolitiques au-delà des frontières du Bénin. C'est bien évidemment les enjeux politiques. Alors nous sommes à l'entame de ce numéro, Morgane Metondi Asogba, Olivier Michel Descampos, au Mali, avec le chef de la junte, que dis-je, le président constitutionnellement reconnu. Il n'est plus un chef de la junte. Depuis peu, vous l'avez constaté, je ne crée rien, n'est-ce pas? Tout à fait. Oui, la constitution de son État l'a reconnu en tant que chef d'État. C'est vrai, pour une transition qui, depuis peu, reste quelque peu élastique. On ne sait plus quand est-ce que la transition va prendre fin, mais au-delà, à côté de cette transition dont on ne connaît plus l'issue ou dont on peine à connaître l'issue, il y a aussi les relations avec la mère colonisatrice, la France, Choguel Maïga, qui fustige la posture actuelle de la France vis-à-vis de son pays. Que peut-on y dire? Olivier Michel Descampos. Merci. Alors oui, comme vous l'avez déjà si bien introduit, nous sommes là en phase, nous sommes là dans un nouveau rebondissement donc de tout ce qui se passe depuis plusieurs mois maintenant au Mali. Et cela ne devrait pas surprendre en fait que nous soyons face à ce genre de situation-là aujourd'hui parce que faudrait-il le rappeler encore que la France n'a toujours pas digéré le coup d'État depuis 2020, celui d'août 2020 et le suivant qui est intervenu jusqu'à présent, elle n'a pas digéré, n'a pas accepté ce fait-là. Et vous voyez que tout ce qui se passe aujourd'hui, toutes les relations, toute cette tension-là que nous observons aujourd'hui entre la France et le Mali, a pour toile de fond ce fait accompli-là que la France tente, malgré elle, tout à fait malgré elle, de digérer. Alors, les sujets de tension sont quand même assez nombreux. Vous avez par exemple la question de la durée de la transition, la question également de la stratégie à mettre en place pour la lutte contre le terrorisme et pour finir ce dont tout le monde parle aujourd'hui, mais que personne ne veut assumer pleinement, l'ingérence ou l'intervention russe à travers donc la société militaire privée Wagner. Cette proximité incestueuse selon la France. Pourquoi dites-vous incestueuse? Oui, bon, c'est une lecture que chacun pourra faire à son niveau. Et cela dépend de l'angle d'analyse, du point de vue de là où on se place pour faire l'analyse. Donc ça dépend donc de chacun. Oui, je qualifiais cette proximité ou cette collaboration d'incestueuse, parce que vous savez, depuis peu, on savait déjà qu'il y avait une certaine force française, Barkhane, qui accompagnait le Mali dans cette lutte contre le terrorisme, mais de jour au lendemain, à tourner dos à cette force. Même, on peut dire que
que le Mali, au fait, a plus ou moins, ou si du moins la junte au Mali a plus ou moins une raison de nouer cette autre relation parce que la France a annoncé sa volonté de quitter plus ou moins le Mali, même si la présence reste encore quelque peu stratégique, ce n'est plus le même effectif et les objectifs ont été redéfinis autrement. Une nouvelle orientation stratégique, tout à fait. N'est-ce pas? Oui, tout à fait. Le Mali se dit en bon droit donc de diversifier ses partenariats, d'aller voir ailleurs, plus que justifiant justement. Mais normalement, la France devait comprendre cette position de oui, du Mali. Peut-être qu'on le développera dans le débat, mais c'est pas aussi facile que ça d'accepter. Vous savez, la France considère le Mali ou les pays africains, en tout cas les anciennes colonies, comme sa chasse gardée, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Et c'est difficile d'accepter que notre acteur viennent jouer un peu dans sa cour. C'est tout ce qui est également tout à fait logique en relation internationale. Donc, ce que la France fait et dit aujourd'hui à l'égard du Mali est tout à fait compréhensible du point de vue français. Alors, c'est aux autorités maliennes de savoir faire la part des choses et de mettre en avant les intérêts du Mali. Et c'est ce que je pense le gouvernement malien, à travers le Premier ministre Choguel Maïga, est en train d'essayer d'expliquer à la communauté internationale, compte tenu donc des développements, c'est-à-dire du retrait ou en tout cas du changement stratégique que la France est en train d'opérer. Donc, c'est de bonnes guerres, comme on peut le dire, tout simplement. Morgane Bettonji Assogba, dites-moi, est-ce que le choix de mots ou l'opportunité d'expression du Premier ministre Choguel Maïga ne laisse-t-il pas en quelque sorte place à des analyses ou à de la provocation? Je ne sais pas, c'est à vous de nous le dire. Non, vous voyez, c'est pas de la provocation ou ce serait pas forcément de la provocation lorsqu'on regarde déjà l'atmosphère et on suit la ligne de conduite du Mali, précisément du gouvernement de transition. C'est pas de la provocation, mais c'est saisir une opportunité pour envoyer un signal fort. En quoi est-ce opportun et maintenant? C'est opportun, pourquoi? Parce que déjà depuis quelque temps, vous l'avez souligné dans votre développement et bien avant cela, mon confrère a essayé de le souligner en parlant des coups d'État qui n'ont pas été digérés. La grosse question, c'est de savoir pourquoi est-ce que ces coups d'État n'ont pas été digérés. Ce n'est pas parce que c'est un coup d'État. On a vu la France s'aligner derrière ce qui ressemblait à des coups d'État. Et lorsque vous regardez l'histoire... Pas si loin que ça. Oui, et lorsque vous regardez l'histoire des relations internationales, on a même vu certains coups d'État qui semblent avoir eu un coup de pouce français. Et donc, ce n'est pas un acharnement contre les coups d'État, mais c'est un acharnement contre les intérêts de la France qui seraient menacés par un certain nombre de collaborations. Et quand on parle d'un certain nombre de collaborations, la collaboration qui se dessine en fond d'écran, c'est bel et bien la collaboration avec la Russie. Pourquoi la collaboration avec la Russie pourrait poser problème à la France? Déjà même dans le vieux continent qu'est l'Europe. Et lorsque vous regardez les relations de proximité qui existeraient entre la France et la Russie, vous comprenez que ce n'est pas une histoire d'amour et qu'il faille qu'on ait un couple allemand-français pour pouvoir tenir tête à un certain nombre de décisions que la Russie prend à l'égard du continent européen. Et n'oubliez pas qu'on a eu cette histoire avec la Turquie et avec la Biélorussie, que la France ne digère pas toujours, puisque derrière, que ce soit derrière la Turquie ou derrière la Biélorussie, on voit le spectre de la Russie derrière tout ce qui se passe. Et donc la France, aujourd'hui, a ses intérêts qui sont très menacés en Afrique. Et il y a eu un sommet Afrique-Russie, il n'y a pas très longtemps. Et la Russie, à ce sommet, avait déjà déclaré ses intentions. Et si vous suivez bien ce qui se passait, la France aussi avait déjà fait ressortir ses inquiétudes par rapport à ce sommet entre la Russie et les pays africains. Et la Russie a précisé qu'elle venait beaucoup plus dans le secteur de l'armement et qu'elle venait aider
les États africains à apporter une certaine stabilité. Mais tous ces signaux, normalement, devront renforcer la France dans sa présence sur, je dirais, dans certains pays stratégiques tels le Mali effet. et autres. Mais maintenant, si tous ces signaux Oui. n'ont pas renforcé la France, n'ont pas mis la puce à l'oreille de la diplomatie française et qui se décide maintenant à retirer, à diminuer l'effectif de ça, de certaines forces sur le continent, tel que ça a été le cas pour la force Barkhane. Alors on se dit qu'il y a une sorte de paradoxe. Non, ce n'est pas un paradoxe. Vous savez, parfois il faut avoir les moyens de sa politique. La France aujourd'hui se retrouve dans une situation Peut-on vouloir économique. une chose et son contraire? On veut une chose, mais on n'a pas les moyens de se l'acheter. C'est comme lorsque vous avez envie d'une glace, mais vous savez que vous ne pouvez que vous offrir une galette. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Mais alors là, la France n'a qu'à s'en prendre à elle-même, Et oui. dans ce cas. Et non Elle s'en prend à elle-même. Et non. Mais elle ne veut pas, vous voyez, ce sont l'assumer. pas l'assumer. La France essaye de trouver la façon la plus honorable d'être détachée du contexte africain. Ce qui est difficile parce que vous voyez, le Mali parle d'abandon. La France, depuis le début, ne veut pas qu'on ait l'impression qu'elle a quitté cette zone. Elle parle plutôt de réorganisation stratégique, alors que c'est juste un jeu de mots. Et pourquoi cette réorganisation stratégique? Vous savez, lorsque vous êtes dans un business, vous faites une évaluation, vous voyez l'investissement et vous voyez les retours sur investissement. Donc, vous déterminez quels sont vos intérêts réels. Et aujourd'hui, la France est en difficulté et ne peut plus se permettre de continuer à envoyer autant d'investissements dans cette zone-là, que ce soit sur le plan du matériel, que ce soit sur le plan du financement ou sur le plan même des hommes, des militaires. Et vous avez certains analystes qui se disent que la présence française dans cette zone-là, que ce soit le Mali ou le Sahel dans son ensemble, a coûté la vie à plusieurs soldats français. Et quand vous avez cette situation qui se présente, vous avez des questions internes à la République française qui se posent. Et ces questions internes, les débats interviennent à l'Assemblée nationale. Et donc vous avez des représentants de la nation française qui sont en train de poser un certain nombre de soucis au gouvernement français. Avec toutes ces pressions, tenant compte des investissements, tenant compte de la situation économique, on comprend naturellement le fait que la France soit en train de se retirer diplomatiquement et qu'elle doit quand même continuer à voir dans quelle mesure elle peut ne pas perdre tous ses intérêts. Parce que la Russie, entre griffes, qui semble prendre place, a été claire dès le départ et on risque d'assister à... annoncer les couleurs. Effectivement. Mais de la stratégie française, que dire? Est-elle la fiable, la bonne? La France joue-t-elle bien son jeu au Mali? Alors, pour répondre à cette question, si la France joue-t-elle bien son jeu au Mali, Parce que nous le constatons, et Morgan vient de le repréciser, la Russie gagne du terrain. oui, ça fait quand même un moment que la Russie gagne du terrain. Et impacte. Impact, non seulement Impact, mais a déjà déclaré ses intentions lors du sommet Russie-Afrique, qui est totalement clair. Alors, et au-delà de la déclaration, Au-delà- c'est lancé dans la C'est c'est concrétisation. lancé de la concrétisation. Vous avez vu ce qui s'est passé en Centrafrique, tout de suite avec l'intervention Voilà. russe, qui a déjà commencé par donner à la France un peu les prémices de ce qui allait se passer. Alors, quand vous observez tout cela, alors c'est difficile de se prononcer sur la stratégie dans son ensemble de la France. Alors, quoi qu'il en soit, il y a des choses, il y a des pas qui sont posés, il y a des stratégies, des faits qui sont sur le terrain. Alors, pour apprécier véritablement toute cette stratégie-là, toute cette dimension politique de l'action de la France au Mali, il faudrait quand même revenir un peu plus loin, c'est-à-dire remonter un peu dans l'histoire pour voir déjà quels sont les liens qui lient donc le Mali, ancienne colonie donc de la France, à la France. Donc, pour commencer par comprendre un peu quels sont ces liens-là qui unissent tous ces pays-là. Il ne faut pas oublier que le Mali est un État pivot dans la région. Vous savez, quand vous avez le Mali, vous avez le Niger, vous avez toute la zone sahélienne. Donc, c'est un enjeu stratégique et la France a beaucoup d'intérêt à rester dans cette zone-là pour pouvoir contrôler un peu tout ce qui se passe dans le Sahel. Alors, maintenant, comme l'a déjà dit, elle est face
à une situation quand même. Le fait accompli, vous voulez dire? Le fait accompli, oui, de la Russie qui se fait de plus en plus pressante. Mais la question qu'il faudra se poser, c'est de savoir, stratégie française, stratégie russe, laquelle serait peut-être parce que les Maliens sont en train de faire résolument l'option de s'orienter vers une nouvelle approche. L'option russe. Une nouvelle approche pour voir ce que celle-ci pourrait donner, peut-être la comparer à l'approche française pour voir un peu. Parce que quand même, la France est intervenue en 2013 et malgré ça, depuis 2013, on remarque, on constate tous qu'il y a résurgence de la menace terroriste. Il y a plus d'hommes, il y a plus de djihadistes, il y a plus d'attaques. En fait, on se demande si l'intervention d'il y a 8 ans maintenant, ou 9 ans bientôt, a servi réellement à quelque chose. Donc, on peut se questionner sur la réelle stratégie et quelle est la politique réelle derrière cette intervention-là. Et puis, c'est là tout le débat qui justifie d'ailleurs cette volonté-là de la France de vouloir se retirer, mais se retirer de manière stratégique parce qu'elle est en train de comprendre que en restant dans cette posture habituelle-là d'intervention, elle ne pourrait pas y arriver avec. Et l'exemple américain en Afghanistan est assez illustratif pour justifier un peu cette nouvelle stratégie que la France semble vouloir mettre en place, qui est le retrait et une sorte de force spéciale avec plusieurs autres États alliés pour pouvoir partager en quelque sorte, comme le disait mon confrère, intervenir dans un pays, ça coûte cher. Donc maintenant, essayer de partager, de répartir un peu la charge pour soulager en quelque sorte mais la France l'économie. La France est-elle prête à partager la charge avec les Européens peut-être, mais pas avec la Russie. Avec les Européens peut-être, voilà. Qu'il faudrait apporter. mais pas avec la Russie. Mais, on va peut-être se lancer dans une lecture, je ne dirais pas prémonitoire, mais le Mali gagnerait-il à faire l'option russe que celle française? Le Mali n'aurait rien à perdre. Oui, rien à perdre dans quel sens? Parce que le Mali a déjà perdu beaucoup avec l'option française. Ah oui? Le Mali, quand je dis perdu beaucoup, il ne faut pas... Le Mali l'a expérimenté. Exactement. Et en a tiré des conclusions. Et les résultats ne sont pas les résultats qui étaient escomptés. Lorsque vous faites un travail, vous attendez un résultat à la fin. Et vous renforcez le travail, vous attendez toujours le résultat à la fin. Et à chaque fois que vous faites une nouvelle, disons, option dans ce même choix, vous vous rendez compte que ça va de mal en pire. Lorsque vous regardez l'état du Mali aujourd'hui, comparé au moment où la France a décidé d'intervenir, de commencer entre griffes son intervention, de faire en sorte que sa présence soit effective, matérielle, vous regardez la situation dans laquelle le Mali se trouve aujourd'hui, elle est pire. Et donc, le Mali, en tant qu'État, n'a techniquement rien à perdre à faire l'option russe actuellement. Maintenant, tout va dépendre aussi de la façon dont l'option va être faite. Est-ce que ce serait une option où on permet aux partenaires de prendre la majorité des décisions majeures, les décisions les plus importantes dans le fonctionnement de l'État? Si cette option est faite, le Mali va perdre. Parce que les États n'ont pas d'amis. Ils ont des intérêts. Et donc, lorsque vous permettez à un État partenaire de prendre des décisions à votre place, il prendra des décisions qui arrangeront ses intérêts. Et on peut dire que peut-être c'est ce qui s'est passé avec un certain partenariat qui n'a pas forcément permis à l'État malien d'avancer comme il le souhaiterait. De l'autre côté, s'il s'avérait que l'État malien, dans la dynamique qu'on est en train de lui connaître, arrivait à maintenir les intérêts du Mali. Parce que lorsque vous regardez ce qui se passe avec cette question de transition, vous constatez clairement que les intérêts du Mali sont maintenus, puisqu'on refuse de passer aux élections directement sans avoir au préalable fait une assise nationale. Et cette option est en train de prendre le dessus parce que le même Premier ministre l'a annoncé. Il dit c'est tout à fait clair qu'on ne pourra pas forcément tenir dans les temps pour organiser cette transition qui se terminera en février. Et donc là, on peut dire que le Mali est en train de mettre à l'avant les intérêts stratégiques du peuple malien à l'heure où nous parlons. Si le Mali peut maintenir cette dynamique dans son partenariat, que ce soit avec la Russie ou tout autre État partenaire ou institution, ben, nous irons quelque part de très intéressant.
Les jeunes s'expriment sur le continent, mais de diverses manières, que l'on parte du centre pour l'aile ouest africaine. Eh bien, les expressions semblent se ressembler, mais n'ont pas les mêmes tonalités. Le fils Aïd Idriss Déby s'exprime autrement au Tchad. Assimi Goïta au Mali, où nous quittons, le Mali que nous quittons maintenant pour échouer au pays de Doumbouya, qu'on a appris à connaître et sérieusement à connaître. Doumbouya qui, jusque-là, tient tête, non seulement aux instances sous-régionales, mais à toutes les analyses et commentaires. Il fausse les lectures jusque-là. Beaucoup pensent qu'il aurait peut-être pu démordre à l'issue, j'allais dire, des nombreuses visites de la CEDEAO. Ben non, Doumbouya tient ferme, reste serein, comme on le dit, droit dans ses bottes. La charte de la transition est connue. Que peut-on y dire rapidement en une minute? Alors, il y a un élément quand même assez intéressant que je voulais ajouter pour le Mali, mais qui est tout à fait valable pour la Guinée. Ah oui? Oui, tout à fait, parce que il s'agit d'un truc assez simple. En tout cas, un fait que nous remarquons, que nous constatons, c'est cette dynamique souverainiste que nous constatons déjà au Mali avec les décisions prises par le gouvernement malien, et aujourd'hui également en Guinée avec cette posture-là que le colonel Doumbouya est en train d'adopter, c'est-à-dire cette posture ferme qui met en avant les intérêts du pays, c'est-à-dire les intérêts souverains nationaux. Il faut dire qu'ils ont en commun cette fermeté, de Dadis Camara oui, mais au fils de Déby. C'est quelque chose qui n'est pas aussi fréquent, automatique. On a tendance à avoir plus, à assister plus souvent à une sorte d'aliment. On s'aligne sur la position soit de la France ou soit de la position de la communauté internationale, où on essaie quand même de chercher un parapluie. Des récents cas, on n'a pas constaté cette volonté de couverture de Dadis Camara, où la fermeté a été corroborée par l'arrogance et oui, je ne vous apprends rien. Tout à fait, non, dans une certaine... Oui, mais c'est quand même important de souligner cela parce que c'est important de le notifier, parce que c'est ça qui en fait met plus de pression. Mais on constate ici que ces ténors des différentes juntes ne semblent pas forcément avoir ou solliciter ou quémander cette couverture. Enfin, c'est mon constat. Justement, et c'est ce constat-là qu'on fait tous et qui suscite justement cette un peu comme une défiance qui fait que la France n'arrive pas à comprendre que ces États-là, ces jeunes États, pas jeunes États, mais ces anciennes colonies-là sont en train de développer cette logique souverainiste, ne veulent plus se soumettre sans broncher à la volonté de Paris. Et ça tranche d'office avec la vie pratique. C'est justement ce que je voulais mettre en lumière, cette nouvelle dynamique-là que nous observons. Alors maintenant, au-delà de cette dynamique-là, comme vous le soulignez dans votre introduction, oui, effectivement, on observe que le colonel Mamadi Doumbouya est en train de mettre en avant son agenda. Il a son agenda, il a l'agenda qui s'est fixé. Parce que souvent, on a tendance à l'oublier, mais on ne fait pas un coup d'État parce qu'on a envie de faire un coup. On se lève un matin pour faire un coup d'État. On fait un coup d'État lorsqu'on a un plan, tout au moins. On a une vision, on a un objectif à atteindre. Donc, forcément, celui qui a fait ce coup d'État, le colonel Doumbouya, il a un objectif à atteindre, il a une feuille de route, et vous constaterez que lentement, mais sûrement, il est en train de dérouler son plan d'action, sa feuille de route. N'en déplaise à la communauté. Certains analystes pensaient, le sentaient naître de nulle part, ou affilié à la France, voilà. Une sorte de support de la France qui viendrait juste rétablir une sorte d'équilibre. On est en train de constater aujourd'hui, en tout cas l'avenir nous dira si c'est vrai ou pas, on est en train de constater quand même une sorte de direction totalement opposée à cette première lecture-là qu'on aurait pu avoir. Donc il est dans sa logique et tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, vous sentez que ça va dans une dimension, dans une dynamique vraiment de redonner en quelque sorte le pouvoir au peuple en griffe. On verra si dans les faits, si dans les mois, dans les semaines à venir, cette tendance-là pourra réellement se confirmer. Parce que quand vous voyez les concertations qui sont menées, le fait d'associer toutes les couches de la population, les couches socio-professionnelles et tout, vous voyez un peu une sorte d'ouverture et peut-être il faudrait l'aborder tout de suite. Le contenu de cette charte-là,
qui fait obligation aux membres de la junte, en tout cas pas de la junte, aux membres du CNRD, de se présenter, de ne pas se présenter justement à ces élections-là sous aucun prétexte. Et selon les dires, il s'agirait d'une clause non négociable et qui ne pourrait faire l'objet d'aucune... Un modèle similaire à celui malien. On verra bien dans les faits si cela pourra tenir véritablement. Je ne sais pas si vous me voyez venir. Dans le temps. On est en Guinée, Morgane Metondi Assoba. La charte de la transition en Guinée, vous rassure-t-elle cette charte? Oui. Est-ce qu'elle rassure? Peut-on s'y fier? Est-ce qu'on a le choix? On doit s'y fier. Et c'est ça qui est intéressant dans l'affaire. On fait avec ce qu'on a, puisque c'est la seule charte qui semble recevoir d'une façon ou d'une autre l'assentiment de ceux qui vivent sur le territoire concerné. Et donc cette charte devrait s'imposer à toute autre personne. Aujourd'hui, en l'absence d'une constitution, c'est cette charte qui sert de test fondamental de fonctionnement de la Guinée. Et lorsqu'on parle des résistances face à la CEDEAO, c'est intéressant parce que vous avez M. Doumbouya qui se comporte comme un chef d'État pleinement, avec toute la crédibilité qu'un chef d'État élu pourrait avoir. Et ce qui est plus intéressant, c'est que vous n'avez pas de contestation interne majeure par rapport à son comportement. Est-ce que cela n'a pas ajouté quelque peu à cette légitimité apparente que nous lisons, enfin, qui s'impose à l'opinion internationale? Il a de la verve. Parce qu'au départ, on s'était interrogé, on s'était interrogé sur l'adhésion déjà, je dirais, de toute la force. Je dis paramilitaires, militaires et autres de la Guinée. Plus tard, on s'était dit, est-ce que toute la classe politique allait suivre ce mouvement, allait opter pour du Doumbouyaïsme? Maintenant, on en était là. Quand il a enclenché cette concertation, je dirais, ouverte à toutes les forces vives de la société, mais est-ce que Doumbouya n'a pas surfé sur cette vague d'adhésion populaire? C'est pas qu'il a surfé, il surfe. Et est-ce que le peuple a adhéré ou le peuple s'est vu contraint d'accompagner Doumbouya? Tout compte fait, il a tout fait pour qu'on voit transparaître que le peuple a adhéré. Et c'est le plus important, parce qu'on n'est pas à l'intérieur. Et vous n'avez aucune contestation. Il a multiplié les concertations. C'est un monsieur qui n'est pas seulement un militaire. Il n'est pas seulement dans l'armée, il est un intellectuel. Il confirme la carrure de tout ce qu'on lui a dessiné. Il a fait plusieurs concertations, donc ce sera difficile pour qui que ce soit de dire qui n'est pas concerné ou qui n'a pas son mot dans ce qui est ressorti. Est-ce que la précocité de l'ouverture de ces consultations n'a pas aidé quelque peu Doumbouya à asseoir sa légitimité apparente ou concrète? Et c'est pour cela qu'on ne parlera plus de précocité, on parlera même d'efficacité. Parce qu'il n'a pas perdu de temps. On parlera d'efficacité, contrairement à la plupart. Il aurait pu annoncer peut-être ces consultations dans 2 mois qu'il aurait pu se laisser ébranler facilement. Par d'autres contestations, il aurait donné le temps aux gens de commencer à critiquer sa stratégie. Mais il a été très rapide, il a été efficace. Donc on parlera plutôt d'efficacité. Oui, on parlera d'efficacité parce que c'est une première dans cette façon de procéder. Ce qui met la CEDEAO dos au mur. Parce que l'une des revendications sur lesquelles la CEDEAO aurait pu surfer, c'est qu'il faut ouvrir la discussion à la société civile. Et non plus ça a dit, ils ne peuvent plus le dire, puisqu'il a fait, il ne les a pas attendus pour entamer les concertations. Et donc, il a tout de suite tout le pouvoir qu'il faut pour tenir tête à toute instance institutionnelle. Et c'est ce qu'il fait avec la CEDEAO. Donc, vous voyez... Il y a peut-être de la préméditation, il y a de la préparation, il y a une planification derrière le coup de Doumbouya. Je ne sais pas s'il a planifié, mais je sais au moins qu'il est efficace. Ça se voit. Est-ce qu'il a planifié? Ce qui est sûr, il s'est préparé. Quand vous regardez son background, vous regardez la stratégie qui a été mise en place et vous regardez la discipline de son entourage. Parce qu'il faut aussi faire ressortir cela.
il a un entourage assez discipliné qui le suit. C'est propre aux Oui, hommes sous les drapeaux. Pas Hein. toujours. C'est propre au corps armé. Pas toujours. Vous savez, lorsque vous vous retrouvez dans un système de coup d'État, cela ne veut pas dire que toute l'armée est d'office avec vous. On l'a vu sous d'autres cieux. Il y a toujours... Mais quand ce coup de force émane d'une certaine force dite spéciale, dit armée jusqu'aux dents, avec l'équipement moderne du moment. Non, vous voyez, si les équipements faisaient la gestion de la chose publique, je pense qu'il y a des États qui auraient géré la chose publique de la plus belle manière possible. Et il y a des situations politiques, des crises politiques qu'on n'aurait pas. Donc, plus que la force et le matériel, l'arsenal qui matérialise la force, il faut de l'ingéniosité. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une face cachée de cette adhésion? Est-ce que derrière cette adhésion, ne peut-on pas lire des fricotements, des grincements de dents inexprimés ou qui ne peuvent s'exprimer pour le moment parce que vous vous rappelez cette injonction aux premières heures? Tous ceux qui n'auraient pas adhéré à la vague Doumbouya seraient considérés comme des rebelles. Oui. Est-ce que ça n'a pas fait effet? Il y a des couches qu'on peut intimider. Et il y a des couches qu'on ne peut pas intimider avec de pareilles déclarations. Ah oui? Oui. Quand cela émane des putschistes, oui, d'une force spéciale, vous savez, assez haute et exprimée avec ce ton. Cette analyse est possible lorsqu'on veut observer la chose sous l'angle des forces. Si on veut observer la chose sous l'angle d'une dictature. Mais vous voyez quelqu'un qui a devancé les faits. Il y a une autre analyse, l'analyse de l'adhésion du peuple à cette idée. Et cette analyse prend tout son corps. Pourquoi? Parce qu'il y a eu suffisamment de contestations avant l'élection de ce troisième mandat. Cette analyse prend toute sa force. Pourquoi? Parce que même la CEDEAO a dépêché une équipe pour aller demander au président Condé de ne pas partir pour ce troisième mandat. Et donc c'est difficile de soutenir la thèse d'une intimidation suite à ces déclarations, plutôt que la thèse d'une ascension ou d'un assentiment. Mais qu'on ne peut évacuer. Oui, vous savez, juste pour compléter sur ce qui est en train d'être dit, il a compris que dès les premières heures, il fallait donner des gages de bonne foi, des gages, des garanties, et c'est ce qu'il a fait. Vous vous souvenez, la libération des prisonniers politiques, tout de suite après, qui a suscité une sorte d'engouement. Donc, il a commencé tout de suite par traverser son capital sympathie, et c'est ce qui est très important à faire. Et au-delà... Pour s'approcher du peuple. Au-delà de gagner cela, la confiance du peuple. Déjà qu'il avait, a priori, cette confiance-là du peuple, parce qu'il venait incarner une sorte de changement, une sorte de rupture. Vous savez, la tension politique était... On peut aussi se permettre de dire qu'il a gagné cette confiance d'une partie du peuple, parce qu'il y a cette partie du peuple qui est pour Condé, enfin en griffe. Ça, c'est possible. Mais le fait est que la tension politique, la situation politique dans le pays était tellement exécrable que l'arrivée des militaires au pouvoir était un peu ça. C'est ce que nous disions. C'est vous qui le dites. Hein. Vous n'avez pas eu le son de cloche des nombreuses dames qui ont financé la campagne d'Alpha Condé. Vous n'avez pas eu la posture de ces sympathisants. Oui, vous savez, nous le rappelions lors d'une émission précédente. Cette tendance-là à soutenir les coups d'État, la population qui adhère au changement politique de cette façon-là, parce qu'elles en ont marre de ce qui se fait. Et c'est là où la CEDEAO est décrédibilisée. Parce que lorsque la population criait à l'interdiction au coup d'État constitutionnel pour le troisième mandat, la CEDEAO n'a pas fait suffisamment, en tout cas du point de vue de l'opinion publique guinéenne, n'a pas fait suffisamment pour empêcher cela de se produire. Alors aujourd'hui, elle est en difficulté parce que maintenant que des gens ont pris les devants, le destin en main, pour réparer en griffe ce coup d'État institutionnel qui avait été fait, la CEDEAO se trouve en position de faiblesse et a du mal à pouvoir imposer à ces militaires-là des principes auxquels elle-même, elle n'a pas su suffisamment mettre en pratique. Donc, aujourd'hui, le colonel Doumbouya a compris qu'il fallait surfer. Il a très bien compris qu'il fallait utiliser toute cette vague-là, cet engouement-là, pour dérouler
son programme et c'est ce qu'il est en train de faire à travers les concertations, à travers les gestes forts, la libération des prisonniers politiques, les annonces qu'il fait, la façon dont il est en train de gérer le pays et tout ce qui est en train d'être mis en place, tout cela pour rassurer en quelque sorte la classe politique. Il fait que vous savez, les premières oppositions seraient venues certainement des partis d'opposition, des partis qui étaient peut-être opposés ou même du camp présidentiel. Mais vous observez qu'aujourd'hui, il y a une sorte, pour le moment, d'adhésion. Tout le monde suit, tout le monde attend de voir comment ça va se dérouler. Et jusqu'à preuve du contraire. L'adhésion de ces forces politiques de l'opposition est intéressée, vous le savez, parce que ces forces-là sentent le boulevard dégagé peut-être pour... oui, mais c'est un piège pour elles aussi. Pour goûter à l'après-Condé. C'est un piège pour elles aussi, parce que si elles le savent-elles, ces forces? Bien sûr qu'elles le savent. Et le Cellou Dalein Diallo l'a dit, il a très bien dit, il ne donne pas de chèque en blanc à la jeune. Non, il dit être en attente et surveiller comme le lait sur le feu ce qui se fait, parce que ça peut se retourner. Ça Cellou Dalein Diallo tente de se toiletter la gauche, parce qu'au départ, il avait fait une déclaration très immature où il disait soutenir cette junte et qualifiait de pertinent ce putsch. Oui. Il me dit, pour quelqu'un qui aspire à la souveraineté de l'État, qui aspire à la magistrature suprême, je me dis qu'il ne faille en aucun cas qualifier. On l'a dit, on en a parlé. Tout à fait. Et cela dénote un peu de l'ambiance générale. Donc de cette appétence ou de cette... Au point où on en vient à souhaiter, au point où on en vient à souhaiter des coups d'État, où vous voyez un peu la situation. Et c'est là où je partage vos positions quand vous parlez de piège. Parce qu'il n'en serait pas à l'abri aussi quand il se retrouvait peut-être à la place du président de la République. Ou d'une tendance à s'éterniser au pouvoir par les militaires. Donc tous les cas de figure sont possibles dans ce contexte. L'a-t-il signé cette démission? Signera-t-il un jour? La question reste posée. Je veux parler de la démission d'Alpha Condé. Il n'a pas fait. Le fera-t-il? Est-ce qu'il le fera? Il devra le faire. Il devra le faire. Il dit n'avoir aucune volonté de le faire. Oui. Ici, il n'est plus question de sa volonté. Ici, il n'est plus question de sa volonté. Ici, nous sommes en train de parler d'une question d'État. Oui. Et il s'agit du pays. Le pays n'appartient pas à M. Condé et il le sait mieux que tout le monde aujourd'hui. Et là, il va falloir qu'il signe sa démission pour officialiser le fait qu'il n'est plus chef d'État. Et s'il s'évertue... Mais quelles sont les garanties aussi qu'on lui avance pour quand même l'encourager, on va peut-être lui permettre de quitter le pays, ce qui est encore très discutable puisqu'on estime qu'il faut qu'il réponde de tout ce qu'il aurait pu... Lui-même aurait refusé de quitter le pays c'est là où ça va davantage craindre. Quittons le continent maintenant pour l'Europe. Vous l'avez suivi, cette semaine a été suffisamment riche en informations. Nicolas Sarkozy, est-ce qu'on va se permettre de dire une seconde fois, parce qu'on ne sait pas s'il y aura une troisième fois, donc une deuxième fois condamné par la justice. Et je pense quand même que qu'il faille saluer le courage et l'indépendance de la justice française, parce qu'on parle d'un chef d'État, et pas des moindres, l'un des chefs d'État qui ont exprimé leur bagou, qui a exprimé son bagou, sa gouille, sa carrue, son charisme au-delà de la France. En effet. Il en a perturbé même des États bien loin de la France, mais qui se retrouvent facilement condamnés une première fois, une deuxième fois, et peut-être qu'il y aura une troisième fois, qui sait? Que dire? Alors, M. Sarkozy, quelqu'un d'assez intéressant, et qui ne se laisse pas faire. C'est un bagarreur. Et même dans sa vieillesse, si on peut le dire ainsi, il continue de se battre. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que c'est à encourager ce genre d'initiative. Montrer que lorsqu'on a dirigé un pays, cela ne vous met pas à l'abri du jugement par rapport à des actes que vous aurez pu commettre. Et maintenant, si on parle de ce qui se passe actuellement, ce pourquoi il est condamné, c'est aussi très intéressant. Parce qu'on est en train de condamner M. Sarkozy pour avoir dépassé le plafond dans le financement de sa campagne. Et donc, un plafond a été fixé, il en était conscient, mais il a financé sa campagne au-delà de ce qui est prévu. Et ça, c'est important de le souligner. Et donc,
la question qu'on se pose aujourd'hui, ce n'est plus seulement d'où est venu l'argent qu'il a dépensé, mais pourquoi est-ce qu'il a dépassé le plafond? Et on le condamne pour avoir dépassé un plafond donné. Pourquoi a-t-il bafoué les tests de la République? Exactement. Parce qu'il en a connaissance. Parce que, donc ça veut dire que ce n'est pas parce que vous avez suffisamment d'argent que vous devez dépenser autant pour une campagne dont Et les instances où on a régaliennes l'ont rappelé l'ont à l'ordre. rappelé à l'ordre. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, en effet. Et parce qu'il en avait besoin à cette époque. Ah, il en avait Et il vraiment faut besoin dire- parce qu'il était peut-être au plus bas de sa cote de Exactement. popularité. Et c'est là où Il faille grouiller, comme on le dit. la situation remet en cause tout ce qui s'est passé. Est-ce qu'il aurait pu gagner sans avoir dépassé les plafonds? Sans avoir multiplié les meetings. Il n'aurait pas pu gagner. C'est certainement ce qui l'aurait poussé à le faire parce qu'il savait bel et bien ce à quoi il s'exposait. Et donc, peut-être si les enquêtes continuent, comme vous l'avez dit, peut-être qu'on aurait une troisième condamnation. C'est peut-être Et même plus, qui sait. pour savoir où est-ce qu'il a trouvé l'argent. Parce qu'on peut aussi se poser la question. Il a dépassé le plafond. Et d'où est venu le financement? Mais ce que je veux aussi faire ressortir, Je pense qu'on va devoir consacrer une autre émission À ces cet sources de aspect. financement parce que Encore que c'est c'est un dossier intéressant, vous vous rappelez. Hein, L'affaire libyenne est sur le tapis aussi. l'affaire libyenne est Bien sur le sûr. tapis et Oui. des dons de certains chefs d'État africains et effet. autres. Je pense qu'on aura le temps de consacrer un dossier à ce sujet. Oui, mais Oui, juste pour permettre de finir, juste pour dire un mot sur ce sujet, je ne sais pas si vous avez fait exprès, mais tous les trois premiers sujets là, se rejoignent dans d'une certaine mesure. Parce que vous savez, quand on observe ce qui se passe en France actuellement, cela nous ramène un peu, qu'on le veuille ou pas, à la situation en Afrique. Parce que là, ce qui est en train de se passer, c'est la force des institutions. Et on se rend compte que c'est la faillite institutionnelle et politique dans nos pays africains, en tout cas les pays qui sont le plus souvent sujets à ces crises-là politiques, qui est en panne. Et là, vous observez qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on peut critiquer, on peut aimer ou pas aimer, mais là, nous sommes en face donc de la manifestation de ce que ça peut être quand les institutions de la République fonctionnent. Et là, vous pouvez voir un chef d'État, quand même, un ex-chef d'État traduit comme ça devant la juridiction comme un simple citoyen, ce qu'il est devenu aujourd'hui d'ailleurs. Donc, vous voyez, cette approche-là doit nous questionner, nous faire remettre les choses en perspective. Même s'il n'était pas au tribunal ce matin pour le verdict. Oui, la loi le lui permet tout à fait de ne pas être présent pour le verdict. Donc, non, c'est important de rappeler cet élément parce que ça traduit d'une vitalité de la démocratie. Vous savez, on a tendance à croire dans notre pays africain que la démocratie se limite aux élections. Et j'ai toujours souligné qu'il y a un problème de gouvernance, la gouvernance politique, la gouvernance institutionnelle. Et là, c'est là que c'est le problème majeur de nos démocraties en Afrique parce que nous avons des hommes forts, mais pas d'institutions fortes. Et là, nous sommes en face d'un pays qui a des institutions fortes. Certes, peut-être des hommes forts, mais aussi des institutions fortes qui permettent de faire contrebalancer les influences des uns et des autres. Et là, nous observons, nous pouvons observer qu'un président, un ancien président est traduit comme ça devant la juridiction. Et de loin, on devra pouvoir tirer le son. Tirer des leçons Ah, de ben cela oui. et revoir nos postures de gouvernance démocratique. Justement. Et si le prononcé venait à être acté, rappelons déjà que son avocat a précisé qu'après un coup de fil avec Nicolas Sarkozy, il lui a recommandé de faire appel. Bien sûr, comme la loi le lui permet. Justement, pour retarder davantage. L'inévitable, on verra bien. Alors, je disais, si tout venait à être acté, eh bien, sa peine pourrait être aménagée en un an de prison ferme, mais à domicile cette fois-ci, parce qu'il s'agit quand même Avec un bracelet électronique. Avec un bracelet électronique sous surveillance. Eh bien oui, on n'en est pas encore là, mais on y vient peut-être. Cela pourrait quand même prêter un peu à être polémique, parce que lorsqu'on veut faire les choses, allons au bout du processus. Voilà, allons au bout du processus. Il ne devrait pas y avoir de traitement de faveur, parce que, mais bon, ce sera au juge. Il s'agit d'un ancien chef d'État. Oui, c'est important que vous fassiez ressortir cet élément, parce que ça permet de comprendre. Il a dirigé la France. La France. Et même si on lui reproche... Jacob Zuma
a été C'est quand vrai, même... c'est vrai, oui. les contextes ne sont pas les Lula mêmes. da Silva, Lula da pas Silva du tout. a quand C'est même pas les été... mêmes chefs d'inculpation. Mais Jacob Oui, Zuma mais a bénéficié dans le d'un principe- traitement exceptionnel pour sortir et aller assister quand même à des funérailles. Et pour renchérir, vous avez vu ce qui s'est passé, le fait qu'on ait maintenu Jacob Zuma. Vous avez vu ce que ça a apporté comme trouble à l'ordre public. C'est-à-dire, ce sont des personnes que même lorsqu'ils sont plus au pouvoir, ils ont de l'influence. Et ne serait-ce que pour cette influence, on a le devoir de leur mettre dans certaines conditions pour éviter le pire. Parce que vous savez, quand quelqu'un a de l'influence, même s'il est quelqu'un qui a violé des tests, qui a violé un certain nombre de principes, il reste incontestable qu'il a de l'influence et que même depuis son trou, il peut causer des troubles. Et c'est cela que moi je comprends dans cette façon d'aménager les tests pour éviter. On a l'impression qu'on fait une faveur. Mais cela peut créer une jurisprudence. Hein. Oui, C'est là où je partage plus ou moins la posture ce de n'est pas la Campos. première fois que cela arrive. Voyez-vous, Les chefs d'État ont toujours, et ça c'est dans la plupart des tests, hein, même lorsqu'ils sont déchus, regardez ce qui se passe avec M. Condé. Il est déchu, c'est un mais traitement exceptionnel. vous voyez même Bien sûr, il n'a pas fait l'objet d'un les procès militaires, encore. les, Non, les- pas les encore un militaires procès, lui mais- posaient la question de savoir est-ce qu'on vous a Est-ce fait qu'on... mal. Voilà. Il ne le dirait pas à tout le monde. Exactement. Il ne le dirait Exactement. pas à un citoyen lambda. C'est simple, Donc, ça vous président. dit qu'il s'agit quand même d'une certaine casquette. C'est assez délicat, il faut le reconnaître. Alors, on va quitter la France pour aborder notre avant-dernier sujet. Cet autre sujet qui a fait l'actualité en France. Pour certains analystes, on pourrait quand même penser que bon, il n'y a presque pas de sujet à polémiquer. Pour autant, cette crise des sous-marins, nous avons conclu en une certaine époque un accord pour vous vendre ou vous acheter du matériel. À des moments donnés, on en trouvait mieux. Et puis, on vous a fait dos. Il y a des clauses qui demandent est-ce que vous soyez dédommagé. Et puis, l'affaire prend fin là. Voilà, et c'est devenu l'affaire du siècle, ou je dirais l'affaire de cette fin d'année. Il s'est même au sommet de l'Assemblée, Oui. l'Assemblée des Nations Unies, ça a fait l'essentiel des débats, c'est devenu, je dirais, source de crise diplomatique, même si dans cette même semaine, la France s'est vue quelque peu a connu une situation atténuante avec la Grèce qui a voulu prendre quelques frégates, voilà, pour dire, comme vous dit, chère nation sœur, ne pleurez pas plus que ça. Écoutez, Il y a quelque chose pour vous ici. Olivier Michel Oui. Decampos, la crise des sous-marins. Vous savez, vous voyez déjà l'état dans lequel ça vous met. Non, vous savez, en tant qu'observateur, analyste des questions internationales, c'est le genre de sujet qui nous passionne. Qui nous passionne du point de vue de ce que ça nous apprend, ce que ça nous enseigne dans des relations internationales. Voilà. Donc, alors, comme je le dis souvent, les relations internationales sont des relations essentiellement basées, vous savez, sur des logiques diplomatico-stratégiques. Alors, comme on a tendance à le dire souvent, un peu de façon rhétorique, les États n'ont que des intérêts. Ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Moi, j'irais beaucoup plus loin même. Les États n'ont pas ni d'amis, ni d'alliés, ni d'ennemis, ni d'adversaires. Ils n'ont que des accords et des désaccords de circonstances. Quand vous retournez un peu dans Et l'histoire, cette crise confirme à souhait merveille. que les États n'ont que des intérêts. Ah oui. Et que lorsque les intérêts sont en jeu, là, vous découvrez la vraie face, le vrai visage d'un État souverain qui met en avant Sinon, ses qui intérêts. l'eût cru, qui Oui. l'eût su. Qui le suit. Et juste pour avancer sur ce volet, quand vous observez un peu dans l'histoire avec la Seconde Guerre mondiale, la Grande Alliance contre l'Allemagne, qui aurait pu croire aujourd'hui que le Japon serait un peu comme l'enfant docile des États-Unis. N'oubliez pas quand même qu'ils ont jeté 2 bombes nucléaires sur leur tête. Donc c'est pour vous dire, les accords, les alliés d'aujourd'hui, et pas des moindres, les ennemis d'hier, les talibans aujourd'hui qui négocient avec les États-Unis parce qu'ils trouvaient un ennemi commun, l'État islamique. Et les exemples en relations internationales foisonnent de ces genres de retournements de situation qui me fait moi dire que la posture d'alliés, d'alliances, d'amis
ne tient pas sur le long terme. Tout dépend. Autrement dit, l'inceste n'est pas de mise en diplomatie. Tout dépend des intérêts stratégiques, politiques, géopolitiques, géostratégiques des États et des circonstances du moment. Et c'est Surtout assez les circonstances. des circonstances, bien sûr. Et les Surtout contextes. les contextes, voilà, qui justifient ou dans les contextes dans lesquels les Autrement dit, rien n'est acquis en diplomatie. rien en quelque n'est sorte. acquis en diplomatie. Et Toutes les cartes peuvent être c'est assez ironique. redistribuées. Bien sûr, à tout moment. Et c'est assez ironique aujourd'hui d'observer la réaction de la France qui définit la coopération selon les États-Unis comme faire ce que les États-Unis veulent sans respecter. Alors moi, ça me fait rire parce que ça ressemble beaucoup à la stratégie française en Afrique vis-à-vis des anciennes colonies. Alors, est-ce que la France, lorsqu'elle le dit, c'est une stratégie qu'elle applique de manière parfaite en Afrique dans ses relations avec les anciennes colonies, c'est-à-dire ce qu'elle veut. Et bien d'ailleurs. Et bien, donc elle se surprend aujourd'hui, elle se désole aujourd'hui que d'autres maîtrisent cette même leçon. Et peut-être le lui applique. Un peu mieux qu'elle. Comme l'a dit vulgairement quelqu'un, chacun le moins cher de l'autre. Donc cela se traduit parce que nous observons aujourd'hui, les États-Unis ont fait leur coup et sans même informer ou sans même craindre des représailles ou quelques... Et c'est l'autre aspect de la chose, Oui. La sérénité avec laquelle les États-Unis ont géré ce dossier, Oui. avec ce point de presse conjoint. Demandant à la France de se calmer, de ne pas s'en faire, que tout ira bien. Et, que, voilà, Et comment, et je ne vous dis pas quel temps Biden a pris avant de se décider quand même d'une discussion téléphonique avec Emmanuel Macron. C'est à croire que bon, c'était pas l'urgence. Hein. Juste pour finir là-dessus, mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Souvenez-vous de l'affaire sous Obama, des écoutes téléphoniques, de l'espionnage par la NSA. Obama a dit, bon, écoutez, tranquillisez-vous, on ne va plus le faire. Et récemment encore, les États-Unis et le Danemark qui espionnent les alliés européens ont dit la France se lève comme d'habitude, elle veut des explications. Mais les États-Unis disent ok, c'est bon, on va vous. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'action concrète. Donc, et vous observez que maintenant encore, la France a protesté, rappelé ses ambassadeurs, mais au finish. Annuler une célébration d'abord. Oui, bon, ça c'était quand même la moindre des choses à faire. Mais dans le fond, ça va passer comme d'habitude. Ça finira pas passer. Bien sûr. On se croirait dans une logique de la loi de la jungle, en quelque sorte. Hein. Vous avez bien résumé cela. Vous vous retrouvez en plein dans ce qu'on appelle les relations internationales. Rapports de force différents du droit international. Vous savez, à certains moments, les États qui sont considérés comme les puissances prennent les choses en main. Et c'est le cas avec cet accord et cette crise des sous-marins. Les États-Unis ont pris la main. Juste un mot, on va tirer encore sur 30 secondes pour dire un mot sur la fin de l'ère. Angela Merkel, on aurait commis le crime de lèse-majesté. Si on n'en dit pas, on n'en place pas un mot. Hein. Je pense que la réalisation va nous le concéder juste 30 secondes. Angela Merkel, quand on dit Angela Merkel, moi je pense deux mots, stabilité et prospérité. Je pense qu'en 16 ans de règne de l'Allemagne, elle a su quand même imprimer une sorte de marque à l'Allemagne maintenue. Lorsqu'elle venait au pouvoir en 2005, je pense que ceux-ci les chiffres que les analystes donnent, environ 12% de chômage, aujourd'hui ils sont environ à 3%. Alors, stabilité également, prospérité pour l'Allemagne, pour l'économie allemande, qui aujourd'hui est la première économie européenne. Donc, elle a su imprimer cette marque-là à l'Allemagne, redonner confiance à ses compatriotes. Et aujourd'hui, elle part de sa propre volonté, elle laisse le pouvoir de sa propre volonté avec un capital sympathique. Est-ce qu'elle avait mieux à faire? Est-ce qu'elle pourrait ne pas partir maintenant? Elle avait toujours le choix. On aura le temps d'en parler. C'est la CDU qui, à cette fin de l'ère, Angela Merkel n'a pas pu... je dirais, se conforter dans les urnes comme on l'aurait souhaité. Parce que, quand même, vous l'avez dit, tel que vous avez défini Angela Merkel, on s'attendait à mieux que les résultats à l'issue de ces législatives. Oui, déjà, c'est bien que vous en parlez parce que c'est l'autre aspect de la question du départ de Merkel. Le couple franco-allemand, est-ce que le couple n'est pas en train de vouloir passer à une situation assez compliquée? Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, ce qui permet à la France de tenir quand même, même dans l'espace de l'Union européenne, c'est bel et bien l'Allemagne. Est-ce que le prochain leader
de l'Allemagne va continuer dans la dynamique dans laquelle Angela Merkel faisait avec les autres États de l'Union européenne. On aura le temps de lire les négociations de l'autre côté. C'est vrai que les négociations sont pour le moment très corsées. Ça prendra beaucoup de temps. Ça prendra beaucoup de temps parce qu'il n'y a pas une nette, je dirais, avance d'un côté ou de l'autre encore. Donc, on attend encore le temps que cela prendra pour voir qui pourra véritablement succéder à Angela Merkel et ce que sera l'après Angela Merkel. Merci Morgane Metondi-Assogba. Je rappelle que vous êtes analyste géopolitique, spécialiste des relations internationales, promoteur de Morgan Trading. Merci pour votre disponibilité. Olivier Michel Descampos, qu'on ne présente plus, analyste politique, merci de nous avoir aidé à mieux comprendre un pan de l'actualité au-delà des frontières du Bénin. C'est très intéressant et pour le faire, il faille forcément interroger ceux qui en connaissent un bon rayon. Et c'est ce que nous faisons toutes les 2 semaines sur Eden TV, en toute modestie. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.